C'est un visage absolument incroyable de l'histoire de la télévision et de la radio en France, François de Closet. Quand je dis ça, vraiment, je ne dis pas n'importe quoi, parce que c'est vrai, François, que vous avez accompagné, vous accompagnez, on peut dire aujourd'hui quoi, 92 ans? Ben oui, je dois avouer, 92. Oui. Ouais, avec toujours la pêche, l'envie de partager, l'envie de transmettre. Ça, c'est fort. Ah ben quand même, quand vous avez cette chance inouïe d'avoir toute votre vie été payé pour faire ce que vous aimez faire. Évidemment que vous n'avez pas envie de vous arrêter. Je comprends très bien ceux qui font des boulots très durs et qui, dès 60 ans, ont envie d'arrêter. Mais enfin, moi, c'est un privilège de continuer à travailler. Parce que ça prouve que vous faites quelque chose qui vous passionne. C'est pas tout pour tout le monde le cas. Des bouquins, Toujours plus, qui a été un best-seller, qui montrait au fond la société, qui est une critique aussi de la société de consommation, aussi un regard sur le monde. Ça vous a toujours passionné, François de Closet? Ben, ce qui m'a passionné, c'est ce qu'on ne veut pas dire. C'est-à-dire que, au fond, il y a des moments où tout le monde sait, oui, oh ben, il y a ça, mais ça ne se dit pas. Et c'est si vous dites ce que les gens savent et qu'on ne dit pas que vous créez l'événement. C'est pas si vous dites ce que tout le monde sait, même. Oui. Mais alors vous vous êtes intéressé à ces changements sociétaux, à la place du social dans l'économie. Vous êtes intéressé aussi à l'économie, en fait, de dire on va dans le mur peut-être aussi quelque part. J'ai commencé à m'intéresser à la science, alors que je n'ai pas fait de science, mais comme journaliste, ça me passionnait. J'ai commencé avec la science. Et puis, après 68, je me dis, mais enfin, où nous mène la science ? Il y a quand même une interrogation critique. Et puis de là, j'ai dérivé vers l'économie. Et là, j'ai vu qu'on racontait, mais n'importe quoi. Et vous parliez de ce livre, Toujours plus. Attendez, 1 million d'exemplaires vendus, ça a été un plus d'un million et demi, un phénomène de société. Un événement, et je le dis parce que les lecteurs, ils n'étaient pas dans le livre, ils étaient dans la société. C'est-à-dire que tout le monde savait qu'il y avait en France des situations inégales, etc., dont on ne voulait pas parler. Et moi, j'ai simplement tout dit. Voilà ce qui est, voilà ce qui est, voilà ce qui est. Et ça a fait un tel événement. Oui, ça fait changer la société au fond. Je ne sais pas, en tout cas, ça prouve que la société française est plus unie par les mensonges que nous partageons en le sachant que par les vérités auxquelles nous sommes censés adhérer. Oui, faire changer la société. Tiens, je pense à une émission un jour, vous avez fait changer le délai de prescription pour les crimes sexuels contre des mineurs. C'est grâce à vous que le délai de prescription ne partait qu'à partir de l'âge de majorité des victimes. Et c'est à cause de ça que je n'ai plus j'ai plus ma virginité pénale, c'est-à-dire j'ai été condamné. J'ai été condamné parce que j'ai interviewé une femme qui avait été violée 15 ans plus tôt par son père. Mais prescription de 10 ans. C'était prescrit, je n'avais pas le droit d'en parler. J'ai dit, eh bien, on en parlera. Vous l'avez Évidemment, fait quand le même. père m'a attaqué. Vous êtes dit, je refuse de me taire, au fond. Voilà, et je me suis retrouvé en correctionnel. J'ai dit au juge, mais on va la changer, cette loi. On ne peut plus accepter de dire à une gamine qui a été violée par son père à 10 ans, attention, faut que tu attaques ton père avant 20 ans, mais elle peut pas, une femme ne peut pas se reprendre. Donc, tous les mouvements féministes étaient d'accord pour dire il faut que la prescription parte de la majorité de la victime et pas du tout de la date des faits. Et c'est pour ça que je faisais cette émission. Et évidemment, le père m'a attaqué, je me suis retrouvé au tribunal correctionnel et j'ai été condamné. Oui. Vous savez à quoi ? 30 francs d'amende avec sursis. Ah oui. C'est-à-dire que le président du tribunal reconnaissait que oui, ce que je disais, ce que j'avais fait était raisonnable, mais il y avait la loi, et la loi, elle a été changée dans les mois qui ont suivi. Oui. Et la femme que j'ai interviewée, elle a attaqué son père. C'est ce qui est incroyable, c'est comment on peut changer les choses. Vous avez porté, il n'y a pas longtemps, un regard sur les boomers. Alors, vous avez dit votre âge, François de Closet, vous dites, au fond, c'est une société de vieux, il va bien falloir faire avec ça, mais à un moment donné, on ne peut pas sacrifier les jeunes aux vieux. C'est ça, en gros. En France, on passe son temps à sacrifier les jeunes pour les vieux. La France est une société... C'est aujourd'hui même, la société dans laquelle il faut faire des cheveux gris,
c'est la société française. C'est celle qui offre la meilleure situation à ce qu'on appelle les retraités aux plus de 60 ans. Hein, c'est là qu'on prend sa retraite le plus tôt, avec des pensions très généreuses et toutes sortes d'avantages qui sont faits, qui sont calibrés pour les personnes âgées. Et simplement, on oublie de dire que ce n'est pas des avantages que payent les riches, non. Ce sont les actifs les plus jeunes qui payent pour nous. Et c'est pourquoi je dis stop. Oui. Ce n'est pas de faire du progrès que de dire qu'on va se reposer plus tôt, parce qu'on va se reposer plus tôt, ça veut dire que nos enfants vont payer davantage. Eh bien, moi, je ne veux pas. Oui, oui. Vous avez des coups de colère comme ça, et on adore vous entendre, François de Closets. Sur l'euthanasie, le droit à mourir dans la dignité, vous êtes impliqué dans l'association du droit à mourir dans la dignité. Là, on en parle, il y a la loi sur l'euthanasie. Vous dites quoi? Vous dites qu'il faut changer les choses, il faut faire autre chose. Mais il faut cesser de se mentir. Moi, je respecte infiniment les gens croyants et qui disent « je dois vivre jusqu'à ce que mon Créateur me rappelle à lui ». Très bien. Et je pense qu'il faut les accompagner, il faut qu'il y ait des soins palliatifs, il faut qu'ils aient la vie la plus longue et la plus apaisée possible. Mais il y a d'autres gens qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance, qui ne supportent plus la vie. Au nom de quoi va-t-on leur dire « vous devez vivre, vous devez vivre ». Et vous savez, à l'heure actuelle, on est arrivé à une situation très curieuse. C'est qu'avec la médecine moderne, eh bien, contrairement à ce qu'on dit, bien sûr que la médecine moderne doit aider à faire mourir. Elle ne pourrait pas, elle ne serait plus la médecine si elle ne le faisait pas. Hein. Donc là, il n'y a pas du tout de discussion. Sur quoi porte la discussion? Sur l'agonie. C'est-à-dire, si j'ai un médicament, un produit qui va faire que mon malade va partir dans une agonie, un coma, on ne sait pas bien, il finira par mourir. Très bien, vous avez le droit. Mais non, écoutez, pourquoi il devrait souffrir comme ça? Je vais prendre cet autre produit et là, je le fais mourir tout de suite. Oui, c'est ce qui ça, se fait c'est souvent. Criminel. Il y a une, oui, mais il y a si une vous forme le faites d'hypocrisie. Mourir sans agonie, c'est criminel. Notre seul débat aujourd'hui, c'est de savoir si l'homme a l'obligation de subir l'agonie avant de mourir ou s'il peut recourir à des méthodes, des produits qui font qu'il peut s'en aller sans agonie. Mais intimement, François de Closets, même pour vous-même, vous diriez, moi, je veux aller au-delà de la loi, je voudrais, moi, si ça m'arrive, je veux qu'on passe au-dessus de la loi. Écoutez, il se trouve qu'avant d'être à la télévision, je retire toujours mon portefeuille. Oui. Depuis 20 ans, j'ai mes instructions sur moi, mes directives anticipées. Directives anticipées, oui. Elles sont là, sur moi, je les ai depuis 20 ans, et je dis formellement aux médecins qui pourraient s'occuper de moi, aidez-moi à partir, et je ne veux pas subir d'agonie, je veux partir. Si le moment de partir est arrivé, eh bien, je veux partir, mais partir tout de suite, pas partir dans une agonie dont on ne sait pas ce qu'elle est, dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, et qui crée l'angoisse parce qu'on ne contrôle rien. Non, je prends un produit, on s'en sert, et je pars. Oui. C'est fini. Oui, et François de Closets, on va parler de ce livre parce que partir, c'est un joli mot, partir. Partir sur des îles. Mais avant, je voudrais quand même, parce que c'est le secret des îles perdues, c'est chez Flammarion, et c'est absolument délicieux, c'est formidable. J'ai quand même à dire un mot, parce que quand même, vous commencez à la télévision française, quoi, 1964, mais quasiment par hasard. Quasiment par hasard. Vous vous intéressez aux sciences, vous vous intéressez aux astres, et vous allez, en vous baladant de la rue Cognac-G, vous allez vous retrouver sur un plateau comme ça. Oui. Le problème, c'est qu'à l'époque, on est entré dans ce qu'on a appelé l'ère spatiale, hein, et donc, extraordinaire, l'espace, l'astronautique, les expériences, les grandes premières. Le public était passionné, mais il n'y avait pas de journalistes
qui était préparé pour expliquer comment se propulse une fusée, comment se guident les rendez-vous, se font les rendez-vous en orbite, tout ça, il n'y avait personne. Bon, et j'étais un des rarissimes, qui faisait cela. Si bien que, pas parce que j'étais le meilleur, hein, mais la meilleure façon d'être le meilleur, c'est d'être le seul. Et j'étais un des seuls à savoir comment on pouvait expliquer tout ça. Et effectivement, de ce fait, je me suis retrouvé, alors que je n'avais jamais vu une télévision, jamais vu un spectacle. Vous n'aviez même pas la télévision à la maison? Je n'avais pas la télévision, je n'avais jamais vu une émission. Et ce jour-là, bon, je suis arrivé pour voir quelqu'un à Cognac-Gier, il m'a dit « Ah, vous pouvez aller? Oui, bon, suivez-nous. » Et vous je connaissez me suis retrouvé vous êtes expert. dans un lieu improbable que je ne connaissais pas, qui s'appelait un studio, assis là, et il dit « Bon, vous répondrez vos questions. » Je dis « Oh, je veux bien. » Bon, alors j'ai répondu aux questions sur Mars, sur tout ça, et je me suis retrouvé, bon, c'est fini, je m'en vais. Le monsieur m'avait interrogé, très aimable, et je me suis renseigné, c'était Léon Zitrone. Je ne le connaissais pas. C'était Léon Zitrone, la star, vous ne saviez même pas qui vous avait interviewé. Je connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais vu, mais je n'avais jamais regardé la télé, donc... Après, vous allez vous retrouver, évidemment, allez embarquer dans cette aventure. Mai 68, vous vous faites virer. Ouais. Ah, faut quand même le dire, vous êtes un peu rebelle, hein. Oui, ben, c'est-à-dire, moi, mai 68, il faut être quand même complètement idiot. J'étais à fond contre les révolutionnaristes, tout ça, pas moi du tout. Bon, mais je me suis dit, dans cette ambiance, il y a peut-être une chose à faire. C'est à séparer la télévision de l'État. Parce que la télévision, c'était une administration. Oui. Allô, vous ferez ça ce soir. Ah, non, au journal. C'était le ministre qui appelait. Vous aviez le ministre au téléphone. Oui, enfin pas moi, parce que moi, je faisais la science, donc le ministre s'en foutait. Mais pour le reste, oui, bien sûr. Et je me suis dit, mais bon sang, dans ce climat de folie de mai 68, on peut peut-être saisir là l'occasion de séparer la télévision et le gouvernement. Ça modernisera la France, ça ne mange pas de pain, il faut le faire. Donc, on y va. Ce que je ne savais pas, que j'ai découvert des années plus tard, c'est que pour le général de Gaulle, augmenter les salaires, peu importe, la télévision, non, car c'est une arme de gouvernement, et parce qu'il avait été privé de télévision et de radio sous la 4e République, et que donc jamais il ne se serait dessaisi de la télévision. Oui. Donc moi, je disais, bon, allez, changer, moderniser la télévision, ça mange pas de pain, c'est pas grave. Alors que le général de Gaulle, jamais. Donc, je suis un détestable leader syndical. Oui, vous allez être pris par Pierre Desgroupes après, puis l'Express, la radio. Pas grave. C'est pas grave, ça s'est rattrapé. Oui, rattrapé. Tiens, un petit souvenir, Jean-Paul Sartre. Il vous fait un scoop. C'est-à-dire, il vient de recevoir le prix Nobel, il va recevoir le prix Nobel de littérature. À l'époque, alors là, j'étais avant la télé, j'étais à l'agence France Presse. Mais j'étais tout nouveau, je n'avais pas beaucoup le sens de l'information. Et on voit tomber à l'heure du déjeuner Sartre, prix Nobel. Et il avait été question que Sartre pourrait refuser le prix Nobel, tout ça. Et alors, à l'agence France Presse, ils me disent François, vous savez où est Sartre ? Je dis non. Trouvez-le, il faut savoir. Si. Alors je fonce sur mon scooter, bon, je vais d'une brasserie à l'autre, j'arrive à l'Oriental, et là, je vois Sartre avec Simone de Beauvoir. Ils sont en train de déjeuner et je ne peux pas les déranger. Je suis resté au moins 10 minutes. On se coupe là, mais je ne pouvais pas. Et finalement, je me suis approché. Je dis, vous avez le prix Nobel. Ah bon, j'ai le prix Nobel? Oui, oui. Est-ce que vous l'acceptez? On peut le dire sur l'agence France Presse que vous le refusez? Oui, oui, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Vous pouvez me donner les raisons? Non, je les réserve pour les Suédois. Ah bon? Et j'ai aussitôt téléphoné, je suis descendu parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Enfin, le téléphone était en général, vous savez, près des toilettes, en bas. Bon, voilà, Sartre refuse le prix Nobel, vous pouvez l'annoncer. Bon. Et
je reviens. Je dis, bon, ça me paraissait banal. Hein. Et puis alors, après, à 2 heures, on me dit bravo. Hein. Oui, oui. À 3 heures, on dit formidable. Hein. Parce que toutes les télévisions, les radios, les rédactions appellent là. Hein. Vous avez Sartre, vous avez eu Sartre, et qu'est-ce qu'il dit Sartre, etc. Et parce qu'on n'arrive pas à le joindre, on n'arrive pas à le joindre. Ça a duré jusqu'à 6 heures. Et de 1 heure à 6 heures, j'ai vu au début, on dit bravo François. Dis donc François, vous êtes sûr que... Et moi, à partir de 5 heures, j'ai dit tu es foutu, ta carrière est foutue. Sartre est avec ses copains et ils vont refuser. Et ils diront que c'est toi, jeune journaliste, qui a confondu le conditionnel et le présent. J'étais sûr que ma carrière était flinguée. Et à 6 heures, Sartre a dit « Je refuse ». Bravo, Jean-Paul, bravo. Heureusement. Non mais quand même, François, vous avez, à rue Cognac-G, vous avez vécu les grandes heures de la télévision. On peut dire les pionniers. On imagine qu'on croisait Pierre Tchernia, Pierre Sabag, Drucker tout jeune dans les couloirs. C'était un ancien hôtel, il y avait des salles de bain, des baignoires, on montait les films dans les baignoires. Hein, c'était ça. La télé, c'est une industrie qui a besoin de son cadre. Et là, on l'avait mise dans ce qu'on appelle un immeuble bourgeois. Alors, on passait son temps à déplacer les portes et les cloisons. Ça ne collait jamais. Et pourtant, quand on est parti de ce lieu inconfortable, tout le monde a été désespéré. « Oh, on quitte Cognac !» Je dis « Oui, heureusement !» Et vous, toujours dans les aventures scientifiques. Alors, c'est vrai que la science, à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est ça, au départ, qui m'intéresse, mais de la science à l'économie, et on va parler du livre, là, François de Closets, Le secret des îles perdues, c'est le monde qui était en train de se transformer et qui vous a passionné. Et vous avez eu envie d'interpeller sur ces changements dans la société. D'abord, vous savez, dans les années 60-70, j'étais pas vraiment journaliste, j'étais plutôt pédagogue. C'est-à-dire que le progrès déferlait dans le nucléaire, dans l'informatique, sur tous les plans de la matière, et il fallait expliquer. Le rôle du journaliste, c'est pourquoi, quand il y a eu 68, moi, j'étais pas du tout dans une position conflictuelle. Pourquoi ? Parce que je faisais pas un journalisme de critique du tout. Et après 68, c'était un bon acquis de 68. On a eu une pensée critique. Oui. On a regardé, j'ai commencé mes livres, c'était des livres critiques sur par la exemple, société. En danger de progrès. En danger de progrès, ça vous disait finalement tout. Le progrès. Voilà, on découvrait que le progrès, on avait vécu une époque scientiste en fait. Les années 50-70 ont été des années scientistes. On pensait que la science, c'était l'avancée de la science, c'était le progrès, et le progrès allait tout résoudre. Tu penses. Et moi, j'étais comme ça. J'étais emballé. Oui. Et on disait, ah, vous êtes passionné. Ben, bien sûr. Je ne disais que des choses qui apportaient un mieux. J'étais le héros des bonnes nouvelles, c'était formidable. Et puis après 70, on avait commencé à dire, oui, mais il y a aussi les contrepoints, ce que ça fait. Et là, j'ai commencé avec En danger de progrès, une série de réflexions critiques. Après, il y a eu Le bonheur en plus. Vous dénonciez l'alcoolisme, la société, toutes les dérives de la société déjà. Et je dénonçais le fait qu'on avait mis la science au service de l'économie et le progrès de l'économie devait résoudre tous les problèmes. Et donc j'avais pris ce titre, Le bonheur en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le dicton « L'homme heureux n'a pas de chemise ». Et moi, je terminais mon livre en disant « L'homme heureux a une chemise, il n'en a pas deux, il a une chemise ». Et le bonheur en plus. Oui, et c'est ça. Mais au fond, et on parle de votre livre, là, c'est la même chose que vous nous racontez. Je vais vous dire le titre d'un livre, « Les bienheureux de la désolation ». Ça vous dit quelque chose ? Parce que ça rejoint d'ailleurs le bonheur en plus. Bienheureux de la désolation. Ça vous a marqué, ce livre de Hervé Bazin en 1970. Oui, en 1970. Qu'est-ce qu'il racontait ?
il racontait qu'il y avait une île qui est à 2500 km en dessous de Sainte-Hélène, oui, bon, vraiment perdu, qui est un volcan, en fait. Et là, il y a 250 personnes. Et ça appartient vaguement à la Grande-Bretagne, ils s'en fichaient complètement. Et puis, en 1960, le volcan a commencé à gronder. Et le volcan allait exploser. Et s'il explosait, les malheureux Tristan qui étaient là, ça allait faire Pompéi sur Atlantique, c'était pas possible. Donc l'Angleterre a dit, on les rapatrie tous. Et donc, là, ils vivaient au 19e siècle. Hein. Et ils arrivent en Grande-Bretagne. Ils découvrent le XXe siècle et on les accueille à bras ouverts. Oh, c'est merveilleux, ces gens, vous vous rendez compte comme ils vivaient. Et là, ils vont être... Bon. Et 3 ans après, on dit, mais il n'a pas explosé, le volcan. Et les scientifiques qui sont allés l'examiner disent, non, le volcan, il est éteint, on peut y retourner si on veut. Hein. Là, il explosera plus. Et alors, les Tristan, ceux qui sont venus là, on y retourne. Ils voulaient retourner. Oui, alors là, les Anglais ont dit, c'est pas possible. Ils sont fous. Vous n'avez pas retourné au 19e siècle alors qu'on vous offre le 20e siècle. Si, on va y retourner. Et ils sont repartis. Ouais. Et cette histoire que raconte Hervé Bazin m'avait profondément troublé. Parce que pour la première fois, on voyait dans les faits, pas dans les paroles, pas dans les slogans, remettre en cause l'idée que le progrès de la technique et de la science faisait le bonheur des hommes. Tout d'un coup, des gens disaient non, tout ça, vous le gardez, nous, on est plus heureux là-bas. Oui. C'est des mini-mondes, ces îles, des toutes petites îles. Alors, voilà, vous verrez, c'est 12 leçons d'histoire à l'échelle minuscule, hein, c'est le sous-titre du livre. Hein, évidemment, Clipperon et Tromelin, Pinglap, North Brother, sont des noms qui font rêver, on se balade dans le monde. Vous faites une sorte de croisière dans ce livre. Ce livre, c'est une croisière. En île. C'est une croisière, il n'y a pas de chapitre pour enchaîner d'une idée sur l'autre, non. Il y a des escales. Hein, il y a une douzaine d'escales. Alors, vous en avez cité quelques-unes. Juste, moi, ce qui m'a le plus ahuri en faisant ce voyage pour moi, c'est de découvrir qu'aujourd'hui, il y a une île qui est distante de nous de 15 000 années. C'est-à-dire que les gens qui vivent là, c'est dans le golfe du Bengale, c'était North Sentinel, les gens qui vivent dans cette forêt, eh bien, ils n'ont pas fait la révolution du néolithique. Ils ne savent pas cultiver, ils vivent de chasse et de cueillette comme nos ancêtres. Et on ne peut pas les voir, parce que quand on veut aller les voir, ils accueillent avec des flèches, et que maintenant, le gouvernement indien, parce que c'est une île sous l'autorité indienne, a dit « j'interdis qu'on aille sur cette île et qu'on prenne contact avec ces gens ». Et ils ont raison. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ne sont pas immunisés. Hein. Oui. Si vous allez parler avec eux, il faut les approcher, parce que d'abord, ils vous tueront avec leurs flèches. Mais si vous pouvez arriver jusqu'à eux, c'est eux, vous qui les tuerez avec vos microbes. C'est incroyable ce que vous nous racontez, François de Closet, dans ce livre. Il y a une autre, on parlait de tout ça, mais une autre île où vous dites que c'est le symbole de tout ce qui se passe sur la planète entière, le réchauffement climatique, les espèces qui disparaissent. L'homme amène quelque chose qui va détruire l'équilibre sur l'île, et finalement, il n'y a plus rien. Des espèces d'oiseaux qui disparaissent, des plantations qui disparaissent. On a un résumé du monde sur des petites îles. Mais imaginez quand vous devez vivre sur, disons, 50 km², que vous connaissez tous les visages des gens, vous voyez tous les paysages, et que partout, il y a l'océan qui vous menace. C'est ça, la vie sur ces toutes petites îles. Et donc, c'est toujours l'homme, la condition humaine, mais dans des circonstances, face à des contraintes tellement différentes, que c'est la même histoire, toute différente, et que ça nous apprend des tas de choses. Prends juste un exemple.
Aujourd'hui, l'homme est en société, il y a la famille, il y a la tribu, il y a la ville, il y a la nation, c'est une société. Bon, comment ça se fait, ça? Comment l'homme arrive à se mettre en société? On ne sait pas. Et là, sur ces toutes petites îles, il y a des îles qui sont désertes, et puis il y a des hommes qui arrivent et qui vont devoir vivre là tous ensemble. Et comment ça se passe? Eh bien, nous avons là des exemples concrets pour voir comment, dans quelles conditions l'homme peut arriver à faire une société et comment, au contraire, il n'y arrive pas. C'est pas à gamberger à se dire comment ça s'est passé il y a 2000 ans. Non, on regarde. Comment ça se passe? Il y a des histoires incroyables. Il y en a une, c'est une île où il y a un bateau chargé d'esclaves qui fait naufrage. Ils se retrouvent, les esclaves et les maîtres, sur cette île. Ils reproduisent la société esclavagiste sur l'île alors qu'ils n'ont rien à bouffer. Et ils vont mettre les Noirs d'un côté et les Blancs de l'autre. Ils vont se mettre ensemble parce qu'il faut bien s'en sortir pour construire un bateau. Finalement, il n'y a que les Blancs qui partent. Mais le commandant va dire il faut revenir chercher les esclaves, on ne peut pas les laisser sur cette île, et on dit mais on s'en fout des esclaves. Il y a des histoires comme ça, c'est incroyable. Cette histoire, vraiment, c'est à pleurer, parce que ce sont les esclaves qui ont accepté sur cette île de participer à la construction d'un bateau. Hein, et quand le bateau a été prêt, on dit ah, ben, pas de place pour tout le monde, évidemment. C'est les Blancs qui viennent, mais on viendra vous rechercher. Et une fois qu'ils sont arrivés à l'île Maurice, ça s'était passé au large de Madagascar, des esclaves perdus, profit et perte, on ne s'en soucie pas. Et ils sont restés là, 80 hommes, femmes. Et on les a retrouvés, mais je ne sais plus, c'est 11 ans plus tard. Il restait des femmes et quelques enfants. Ils étaient tous morts. Et aujourd'hui, on a entrepris de faire des recherches sur cette île pour voir, parce que tout de même, là, il y a 90 personnes qui ont vécu pendant des années. Comment? Et ça a dû laisser des traces. Et ce qu'on a vu, en analysant tout ça, il y a eu des expositions là-dessus, c'était bouleversant. On a vu qu'ils avaient su, eux, les esclaves, ils avaient su s'organiser pour faire des constructions collectives, oui, pour faire des fours, pour faire des forges. Ils avaient su faire une société, eux, les esclaves, qu'on avait toujours voulu considérer comme incapables de vivre en société. Tu fais ce qu'on te dit et puis c'est tout. Non, ils s'étaient pris en main, ils l'avaient fait. Mais évidemment, à l'arrivée, la plupart des hommes étaient morts. C'est absolument incroyable, les secrets des îles perdues, chez Flammarion, votre nouveau livre, François de Closet. Je vais presque dire, c'est presque un livre fondamental pour vous. C'est qu'au fond, tout est là, toute votre vie est là, au fond, d'aller chercher le secret de ces territoires perdus, de ces étoiles dans la mer, comme ça, qui... Mais parce que c'est toujours la vie des hommes, c'est toujours la condition humaine, bien sûr, mais vécue dans des conditions tellement différentes, vous comprenez, que ça nous dit beaucoup de choses sur ce qu'est la condition humaine. Juste un mot, la réalité, quand vous êtes sur 50 ou 30 km², ce à quoi on se cogne, disait Lacan, il avait bien raison, la réalité c'est ça. Eh bien, sans cesse, vous êtes heurté à ça. Alors que nous, on vit dans un monde où tout est à des centaines de kilomètres. La réalité, c'est des statistiques. Et donc, on ne sent plus la pression de la réalité qui a façonné l'humanité. L'homme s'est fait enseigner par la réalité. Tu ne peux pas faire ça. Ça, tu ne le feras pas. Ça, tu le fais comme ça. Non. Bon. Et l'homme, aujourd'hui, dit « moi, je fais ce que je veux, je n'ai plus rien à faire de la nature », c'est vrai. Mais pour retrouver ce que nous sommes, il faut revenir aux petites îles, où se déroulent des histoires pathétiques, mais qui nous en disent beaucoup sur nous. Oh, ils ne nous disent pas ce qu'il faut faire, mais ils nous disent aussi ce que nous sommes et ce que nous avons oublié.
Est-ce que vous dites, quand vous êtes sur une petite île comme ça, que vous regardez vers le ciel, vous qui avez commencé en vous intéressant aux astres, vous vous dites, au fond, je crois en l'homme, et ça on sent bien que vous croyez en l'homme, mais est-ce que vous dites, je crois en l'au-delà, je crois à une vie après la mort, je crois à quelque chose de plus grand? Vous savez, la science, indiscutablement, moi je trouve, élimine complètement les religions historiques, où la divinité s'incarne dans une société, des individus. Non, ça ne peut pas être comme ça. En revanche, l'idée qu'il y ait un ordre transcendant qui commande le monde, pourquoi? Et ça n'empêche pas, nous, d'avoir chacun sa conscience. Mais à ce moment-là, nous sommes tout simplement des petites fourmis qui marchons comme ça sur la route sans voir ce qu'est la grande logique qui emporte le monde. Et puis un jour, nous serons écrasés. Et ce n'est pas pour ça que la logique qui commande au monde aura cessé d'exister. Donc, il y a, je crois, une transcendance possible, oui. Ça, je ne l'exclus pas. Hein. Mais quand on me dit « Ouais, mais alors il y a des miracles qui se font parce que je demande à Dieu et Dieu il dit « Ah, ce brave Closet, bon, on va lui faire... » Non, c'est pas ça la science. Mais une transcendance, c'est Einstein. Quand Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé », c'est parce que il disait, quand on fait de la physique, c'est de la métaphysique, en fait, et avec la mécanique quantique, c'est le cas. On ne peut pas exclure qu'il y ait une réalité, une transcendance qui emporte le monde. Dans quel sens, vers quel espace, dans quelle logique, ça on ne sait pas. On ne peut pas l'exclure, mais ça ne nous dit pas à nous, à chacun d'entre nous, comment il doit conduire sa vie. Ça, c'est autre chose. Je veux qu'on finisse sur le beau sourire. François de Closet, avec nous. Le secret des îles perdues, 12 leçons d'histoire à l'échelle minuscule chez Flammarion, nouveau livre de François de Closet qu'on adore. Merci beaucoup François de Closet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.